Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Depuis dans quelques jours, cela fera 4 ans que l'armée russe a envahi l'Ukraine, une guerre qui suscite toujours un fort intérêt médiatique. Mais cette semaine, nous allons dépasser la ligne de front pour s'intéresser à l'état de l'information en Russie. Comment les journalistes occidentaux parviennent-ils encore à travailler dans un contexte de contrôle renforcé? Existe-t-il toujours des médias indépendants et non alignés avec le Kremlin sur le territoire? Un Kremlin qui a accentué sa mainmise des canaux informationnels en annonçant le blocage total de la messagerie américaine WhatsApp, en encadrant, avant peut-être de fermer, Telegram, application fondée par l'énigmatique dissident russe Pavel Durov, qui entretient des relations pour les moins ambiguës avec le pouvoir en place. Quelles sont les répercussions de ce verrouillage du côté de la population russe, que l'on entend si peu en dehors des frontières? La reprise en main de l'Internet s'accompagne en parallèle d'une stratégie de propagation de narratifs, des récits dont le but est de diviser et d'attiser les tensions dans nos démocraties, tout en véhiculant l'image d'une Russie forte, stable et conquérante. Comment ce roman russe parvient-il à s'ancrer dans nos médias européens et français? Beaucoup de questions et 3 invités pour y répondre. Françoise Dessay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et directrice du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens. Vous êtes une spécialiste des questions numériques et médiatiques en Russie et co-autrice du livre « Genèse d'un autoritarisme numérique, répression et résistance sur Internet en Russie 2012-2022 ». C'est paru aux Presses des Mines. À vos côtés, un journaliste indépendant, Paul Gogo, bonjour. Bonjour. Vous avez été correspondant à Moscou pour Ouest France, Mediapart et La Libre en Belgique pendant près d'une décennie et vous venez de quitter peut-être à regret la Russie car les conditions de travail sont devenues trop difficiles. Votre retour et expérience seront précieux pour mieux comprendre le pays au-delà des fantasmes et j'annonce donc en avant-première qu'on pourra vous lire dans un prochain livre aux éditions Rocher, Moscou Parano. Enfin, à distance, il n'est pas parano, Maxime Audinet, il complète ce plateau. Bonjour Maxime. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes professeur junior et titulaire de la chaire stratégie d'influence à l'INALCO et spécialiste de la politique étrangère russe. Vous avez également écrit un livre, un média d'influence d'État, enquête sur la chaîne russe RT qui, même coupée de nos ondes traditionnelles ici en France, continue à opérer. On verra tout cela avec vous. Cette semaine, pas de chronique de nos amis de Courrier International, mais comme chaque mois, le rendez-vous avec la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Elle interrogera l'éditorialiste politique Jean Lémarie qui reviendra sur son rôle dans la matinale de France Culture, matinale où j'ai également le plaisir de vous retrouver chaque jour pour un monde connecté. Voilà, vous avez le programme complet de l'épisode 25 de la Fabrique de l'information. Merci encore pour votre fidélité. C'est parti. En Russie, le pouvoir annonce qu'il va restreindre progressivement la messagerie Telegram, une appli de discussion chiffrée, très prisée de la population. Selon les autorités, Telegram n'en fait pas assez contre son utilisation à des fins terroristes. Cette censure des médias s'est accentuée sous la présidence de Vladimir Poutine. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Vous êtes journaliste russe, réfugié en France. Vous êtes parti peu de temps après la guerre lancée par Moscou. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Racontez-nous. Parce qu'en Russie, c'était impossible de travailler comme journaliste indépendant, parce que la loi contre fake news, contre les informations mensongères était adoptée par le Parlement. Évidemment, c'est la loi contre la liberté d'expression, c'est la loi contre les journalistes. Quand le courage a un nom, celui de Marina Ovsianikova. En plein journal télé, cette journaliste russe a brandi un panneau contre la guerre en Ukraine. Pour ce geste, elle risque jusqu'à 15 ans de prison. En Europe, après une décision de la Commission européenne, la chaîne de télévision financée par le Kremlin, Russia Today, a été sommée de cesser d'émettre dans toute l'Union européenne. Les Russes qui intensifient aussi ces derniers temps les campagnes de désinformation en ligne. Tout à fait, l'une de ces campagnes porte le doux nom de Matrioshka, la poupée russe. WhatsApp est en train de disparaître, Telegram aussi bientôt. Maintenant, les services publics ne sont que sur Max. Si l'école maternelle passe aussi sur Max, je n'aurai pas le choix. Que voulez-vous faire ? Alors Paul Gogo, on va commencer avec vous. Il y a encore quelques jours, vous étiez à Moscou pour faire votre métier de correspondant. Vous avez décidé de quitter ce territoire car ça devenait trop compliqué pour vous de continuer à travailler. Avant d'arriver à ce moment présent, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quand est-ce que vous êtes arrivé en Russie et puis de quelle manière ces conditions justement se sont détériorées ? Alors, je me suis installé en Russie dans un moment un peu particulier parce que j'ai été correspondant en Ukraine entre 2014 et 2016. Et fin 2016, début 2017, j'ai eu cette envie d'aller voir en Russie
comment tout ça avait été rendu possible. Tout ce que j'avais vu dans le Donbass au début de la guerre en 2014, comment ça avait été rendu possible par le gouvernement et puis par la population, qu'on ne voyait pas particulièrement s'opposer à tout ça. Donc ça a été ce qui a motivé mon installation en Russie en 2017. Et donc 2017, pour nous, c'est presque dur de le décrire aujourd'hui, mais c'est une Russie tellement lointaine de celle qu'on a aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui. On en est presque aujourd'hui, pour les derniers correspondants à Moscou, à considérer qu'on avait beaucoup plus de liberté, que tout le monde avait beaucoup plus de liberté à l'époque, alors que c'était déjà tendu, c'était déjà particulier. Mais c'était les dernières manifestations d'opposition. C'était aussi la veille de la Coupe du Monde de football. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est une période où le Kremlin a un peu freiné, alors pas la répression, mais en tout cas sur son image. Le Kremlin a prêté un peu plus d'attention en fait à son image à l'international, parce que l'idée c'était d'accueillir le monde entier en ville, à Moscou notamment. Donc on a vécu tout ça. Il y a eu le Covid ensuite qui, comme partout, a coupé vraiment les ponts avec beaucoup de sources, avec beaucoup de gens, et qui a permis au Kremlin, c'est le plus important certainement, d'augmenter sa répression, à Vladimir Poutine de changer la constitution pour s'autoriser à rester au pouvoir à l'issue de son mandat, et donc du mandat précédent du coup, et donc c'est un peu ce moment-là, je pense, qui a le plus, voilà, où tout s'est vraiment radicalisé, où on a vraiment senti la radicalisation s'accélérer, parce que quand vous faites en sorte de pouvoir rester au pouvoir, derrière, il faut des lois toujours plus strictes qui permettent à la population de rester calme et de ne pas s'y opposer. Et parce que c'était pas une évidence pour les Russes que Vladimir Poutine reste au pouvoir à vie. Donc c'est, je pense, vraiment entre le Covid et 2022, le début de cette offensive, qu'on a vécu les moments les plus radicaux d'un point de vue répression. Et aujourd'hui, les conséquences justement de ces mesures qui ont été mises en place, c'est vrai que c'est intéressant de rappeler cette Coupe du Monde que l'on a quasiment oubliée en 2018 avec le monde, et notamment la France, qui a d'ailleurs remporté ce trophée, qui s'ouvrait face à une Russie qui se voulait accueillante, dans un climat de sécurité, à cette fermeture totale. Là, on n'est plus dans la Coupe du Monde, on a la volonté de se couper, de la coupure même, vis-à-vis du monde extérieur. Françoise Dossé, par rapport à ce qui vient d'être dit dans la chronologie, est-ce que peut-être l'état de la presse en Russie, des médias russes, est-ce qu'elle suit justement ce même mouvement ? Oui, alors en fait, moi, je remonterai encore plus loin peut-être dans l'histoire, l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, et qui s'est accompagnée immédiatement, dès 2001, d'une reprise en main des chaînes de télévision. Donc ça a été la première étape, la reprise en main par le pouvoir des chaînes de télévision. Et à l'époque, l'espace numérique était relativement libre, c'est-à-dire qu'il y a des médias indépendants qui se sont constitués sur Internet et qui ont fonctionné très librement jusqu'en 2011-2012. Et 2011-2012, c'est une période importante, c'est celle des grandes manifestations dans les rues des grandes villes russes pour protester contre les fraudes électorales et la réélection de Vladimir Poutine. Et à ce moment-là, on avait un écosystème médiatique en ligne extrêmement riche et extrêmement engagé. C'est là aussi qu'apparaît la figure d'Alexeï Navalny, qui va se constituer son mouvement et surtout montrer son habileté à utiliser les technologies numériques pour critiquer le pouvoir, dénoncer la corruption, mener des enquêtes à charge contre les élites. Donc ce moment-là a été très important. Et à partir de 2014, donc l'annexion de la Crimée, là on voit se resserrer très très nettement le contrôle sur l'espace numérique, avec l'adoption de lois de plus en plus contraignantes sur les médias en ligne, la loi sur les listes noires, la loi, l'une des lois qui va permettre d'interdire de bloquer les médias en ligne sans décision de justice, l'obligation de conserver les données des internautes en Russie même, ce qui donne un contrôle en fait aux services de sécurité sur les données échangées sur le territoire russe. En 2019, une loi importante qui est la loi sur la souveraineté numérique de la Russie. Et tout cela, on voit cet écheveau se resserrer progressivement sur les médias et sur les journalistes, avec notamment une autre loi importante, celle sur les agents de l'étranger, en vigueur contre les médias à partir de 2017 et contre les journalistes à titre individuel comme personne à partir de 2020. Donc vraiment un ensemble d'emprises juridiques, techniques et aussi économiques, parce qu'il y a aussi des rachats de médias qui vont passer sous le contrôle du pouvoir. Ça, c'est intéressant
intéressant parce qu'on avait justement un Internet très libéral à ce moment-là, avec une concurrence, avec un dynamisme. Et on reviendra sans doute à Pavel Durov, mais il en est aussi le fruit de ces gens qui ont réussi à faire fortune, à créer justement des entreprises qui ont été menacées, certaines se sont fait racheter. Donc on voit qu'on est passé d'un écosystème libéral à, encore une fois, une mainmise sur le contrôle. Un contrôle qui s'accentue ces derniers jours. On l'a entendu, Maxime Vaudinet, avec la fermeture donc, de WhatsApp. Déjà que WhatsApp était encadré, partiellement régulé, et là il devient complètement interdit, messagerie américaine. Et on voit qu'on a ce même mouvement du côté de Telegram. C'est quoi les répercussions d'une coupure de Telegram en Russie? Je sais qu'elles sont multiples. Oui, déjà, peut-être aussi préciser dans la lignée de ce que vient de dire Françoise Dosset, que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine a vraiment accentué ce phénomène de censure numérique. Il faut aussi peut-être rappeler à vos auditeurs que l'organisation Meta, par exemple, avait été placée sur la liste des agents extrémistes et terroristes. Donc Meta, on rappelle, c'est ce qui détient WhatsApp, Facebook et Instagram. Voilà. Et donc, on a eu Instagram qui était extrêmement populaire en Russie, qui a été bloqué. On a eu YouTube aussi, qui a été extrêmement ralenti. D'ailleurs, parallèlement à ça, se sont mis en place aussi des méthodes de contournement de la part de la société russe, par exemple à travers un téléchargement massif de VPN, donc qui permettent donc de placer votre adresse IP en dehors de Russie et donc de continuer à accéder non seulement à ces plateformes, mais aussi à un certain nombre de sites, par exemple des médias indépendants qui ont été mentionnés, qui n'étaient plus accessibles sans VPN et avaient été bloqués par le régulateur russe Roskomnadzor. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Telegram est intéressant parce qu'on voit émerger ces derniers jours une véritable contestation au sein de, je dirais, de parties de la société russe qui habituellement ne contestent pas tant que ça le pouvoir. Donc on l'a vu par exemple à la Douma, au Parlement russe, des députés, y compris de partis très proches du pouvoir, qui, je pense notamment à Mironov, qui a quasiment insulté en fait le régulateur russe pour les mesures mises en place. On a énormément de contestations aussi de la part des militaires sur le front qui utilisent énormément la messagerie Telegram pour communiquer entre eux, ce qui crée d'ailleurs des problèmes de communication. Et donc ça a des traductions très concrètes avec des formes de mécontentement qui émergent. Et je crois que ce qui se passe avec Telegram est assez intéressant parce que ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu ce type de contestation émerger. Et dans le même temps, juste pour terminer, là, on voit aussi que l'idée et de prolonger ce phénomène donc de souverainisation de l'Internet russe, notamment à travers l'apparition de cette nouvelle plateforme Max, cette messagerie d'ailleurs qui n'est pas chiffrée, ce qui évidemment crée des soupçons tout à fait tangibles d'ailleurs d'une capacité de surveillance des organes de sécurité et des services de renseignement russes, notamment le FSB, sur ce qui se passe sur cette nouvelle plateforme, avec de la part de l'État russe l'idée finalement de rendre cette plateforme Max quasiment obligatoire puisqu'elle est présente d'office sur les nouveaux téléphones russes, et en plus l'idée est à terme par exemple de faire en sorte que les Russes soient obligés de l'utiliser par exemple pour accéder à leurs services sociaux. Le service civique avec tout un tas de démarches administratives, de l'école jusqu'à effectivement la numérisation d'une grande partie de la citoyenneté russe. Juste pour donner quelques petits éléments de contexte pour celles et ceux qui seraient peut-être moins guéris avec les outils technologiques, lorsqu'on dit chiffré, ça veut dire que c'est cette capacité d'avoir accès ou non aux messages. Telegram est connue pour être une messagerie assez cryptée. Alors je crois qu'elle est, pour les grands spécialistes, elle n'est pas chiffrée de bout en bout exactement, mais néanmoins elle permettait une certaine confidentialité des messages, à l'inverse donc de Max qui est une sorte de livre ouvert. Donc tout ce qu'on peut communiquer sur Max peut être récupéré par les différents services secrets. Puisque vous parlez de Telegram qui est assez central tout de même à la fois dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisque l'armée ukrainienne utilise Telegram pour s'organiser, les journalistes utilisent Telegram pour recueillir des témoignages. Vous en avez parlé, Maxime Vaudinet, les militaires russes utilisent également Telegram, et comme vous le disiez, c'est un fait assez inédit, ils se sont insurgés de cette fermeture. Je vous propose de les écouter. La plateforme Telegram nous permet d'échanger rapidement des informations et de combattre les drones ennemis. Et vous tentez maintenant de nous priver de cet outil ? Eh bien, qui sème le vent récolte la tempête. Qui ralentit Telegram ? Allez au front avec les gars qui n'ont que ce moyen pour rester en contact avec leur famille. Que faites-vous, bande d'idiots ?
Alors, on comprend donc l'intérêt stratégique de cet outil Telegram, je le disais, utilisé par l'armée russe. Si le pouvoir décide de le supprimer, c'est-à-dire qu'il considère tout de même qu'il y a plus à y gagner, à empêcher justement cette armée de pouvoir communiquer avec ce canal-là, en reprenant la main sur tous les outils de communication. C'est ce qu'il faut comprendre, Paul Gogo ? Oui, parce que en fait, en plus de tout ce qu'on a dit, donc on comprend que oui, le Kremlin veut bloquer Telegram parce que c'est un réseau qu'il ne contrôle pas, parce qu'il y a aussi, moi là par exemple en ce moment je travaille sur le retour des corps de soldats russes en Russie. En fait, vous avez plein de chaînes Telegram avec des familles qui publient les photos de leurs proches. Je recherche de tel homme qui était dans tel bataillon. Et en fait, ça crée un effet de masse assez rapidement qui montre à la population qui est dessus qu'il y a beaucoup de morts. Donc, il y a évidemment ce côté-là, contrôle des choses. Il faut aussi pas négliger le fait qu'en Russie, depuis maintenant 2-3 ans même, il y a vraiment une tendance aux arnaques en ligne. Alors, qui ne sont pas politisés, aucun lien avec la guerre, voilà, donc qui visent les gens, et ça passe parfois par ces réseaux sociaux, mais ça peut aussi venir d'Ukraine. Et donc, on a eu, par exemple, des mamies ou des papis qui ont trouvé avec des cocktails Molotov devant des commissariats militaires parce qu'ils avaient pu être contactés d'une façon ou d'une autre par les Ukrainiens. Donc, c'est des points de vulnérabilité. Exactement. Des gens qui peuvent être manipulés, on peut leur promettre de l'argent contre des sabotages, contre des actions anti-guerre, anti-Poutine. Donc il y a une volonté de se protéger de ce genre de choses. Et effectivement, moi j'observe aussi avec attention tout ce qui se passe parce que, comme on vient de le dire, c'est très présent dans la société russe, Telegram. Le mécontentement est très présent, d'autant plus qu'il arrive après déjà le blocage de WhatsApp qui agace beaucoup de gens parce que les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux. Le blocage d'Instagram qui a agacé aussi beaucoup de gens parce qu'il y avait beaucoup de petits commerces russes qui étaient présents sur Instagram. Et puis je passe tous les sites qui ont été bloqués avant. Et là, oui, les gens sont vraiment furieux parce qu'ils savent juste pas comment communiquer. Et par rapport à Max, dont on parlait, moi, on me l'a présenté comme un virus qu'on installe sur son téléphone, en fait, et le FSB a accès à tout. Et les Russes le savent et le comprennent. Alors, quand on dit virus, c'est une porte dérobée. C'est-à-dire, c'est comme si on installait un espion sur son téléphone, comme si on installait le FSB sur son téléphone portable. Peut-être un petit détour sur la personnalité de Pavel Dourov que vous allez nous décrire, Françoise Dossé, parce que j'ai encore du mal à le cerner. J'imagine que je suis pas le seul. Il a été présenté pendant longtemps comme un dissident russe. Il a quitté la Russie. Il a donc monté Telegram. C'est un ancien grand entrepreneur de la tech, notamment chez VK, il me semble, qui était l'équivalent du Facebook russe, qui a ensuite été repris en main d'une manière indirecte par le pouvoir. Et lorsqu'il a eu ses problèmes avec la justice en France, on a pu comprendre que d'un coup, il devenait un peu plus un citoyen russe. Donc on a du mal à voir de quel côté se place totalement Pavel Dourov. Oui, l'histoire de Pavel Dourov est très singulière puisqu'il a fait fortune en créant effectivement VK, l'équivalent du Facebook russe, qu'il a été obligé de vendre sous la pression des autorités russes qui, à l'époque, lui demandaient les clés déjà de cryptage de VK, ou de lui donner des données diffusées sur VK. Il avait refusé et donc a vendu VK et s'est exilé aux Émirats arabes unis, d'où il a lancé cette nouvelle application Telegram, qui a remporté un succès croissant en Russie, mais aussi dans beaucoup d'autres contextes autoritaires, notamment en Iran, par exemple, où Telegram est très, très populaire. Et l'État russe a déjà tenté, en 2018, de bloquer Telegram, mais sans succès. C'est-à-dire que les autorités ont été incapables techniquement de bloquer cette application. Donc, ça a été un échec, en fait, pour le pouvoir russe, qui, à partir de ce moment-là, donc c'est, accommodé de l'existence de cette application, mais fait aussi le choix d'investir en fait cette plateforme, et notamment les institutions, l'armée, l'administration ont décidé d'investir Telegram. Donc on trouve sur Telegram à la fois des contenus, d'opposition, des contenus officiels, et puis c'est un grand mélange en fait. Ce qu'on trouve sur Telegram, on y trouve aussi des chaînes d'information, des canaux de communication privés, des bots. Enfin voilà, c'est un grand mélange des genres. Mais on comprend bien à vous entendre, et ça c'est important de se dire que si il y a une coupure définitive de Telegram qui est annoncée parfois au début avril, faut imaginer la source d'information qui sera perdue à cet endroit-là. Alors voilà, le problème c'est tout ce qui va disparaître si Telegram est bloqué. Alors ce blocage, on a un petit peu du mal quand même à le comprendre, mais ça résulte probablement d'un problème de coordination entre les différentes institutions du pouvoir. C'est-à-dire quand on voit le mécontentement de l'armée contre Roskomnadzor, manifestement il y a un problème de coordination entre eux.
Et ce blocage de Telegram, au fond, il intervient dans un moment, il me semble, de dégradation beaucoup plus générale, hein, de l'Internet en Russie. Dégradation de l'Internet qui est liée aux coupures notamment d'Internet mobile, donc sur les téléphones. Dégradation des réseaux de Des communication. réseaux de communication liés aux attaques de drones ukrainiens. Donc dans de nombreuses villes et provinces, en fait, l'internet mobile est coupé plus ou moins, de façon plus ou moins longue. Et pour pallier ces coupures de l'internet mobile, l'État et les autorités de contrôle mettent en place ce qu'on appelle des listes blanches, c'est-à-dire des listes limitées d'applications qui sont accessibles en cas de blocage. Donc ça dégrade considérablement, hein, la qualité de la connexion. Et peut-être pire encore, ils remettent en place des points de Wi-Fi ouverts dans les villes. En fait, ils publient des cartes avec les points de Wi-Fi ouverts. Donc, il faut aller se connecter dans un café Internet, en gros, pour pouvoir accéder à son Internet. C'est intéressant parce qu'à vous entendre, c'est comme si cette restriction ne serait pas que l'œuvre d'une censure politique, mais aussi d'une incapacité finalement technologique à pouvoir permettre à ce service d'exister correctement. Et ça casse un peu, ça tranche un peu avec les discours, l'image qu'on peut avoir d'une Russie forte, avec une forme d'unité aussi, hein, on y reviendra. Et là, on voit que cette unité est fracturée. Mais tout de même, sur Pavel Durov, Maxime Audinet, Pavel Durov, je rappelle, hein, qui a obtenu le passeport français dans une procédure que l'on peine encore à comprendre, passeport qui lui a été confié par Emmanuel Macron. Quels sont donc les liens entre Pavel Durov et le Kremlin? Est-ce que c'est des liens uniquement conflictuels ou est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des liens qui sont plus complexes que cela? Je pense que c'est des liens qui sont plus complexes, notamment parce que, encore une fois, je pense que dans la lignée de ce que vous venez de dire, il faut avoir une vision qui n'est pas uniquement verticale du régime poutinien. C'est-à-dire qu'on a tout un ensemble de clans, de réseaux plus ou moins horizontaux. Et je pense notamment, par exemple, aux prises de position que peut prendre aujourd'hui Pavel Durov, qui va très habilement s'aligner aussi sur, par exemple, toute cette rhétorique d'un Occident liberticide qui viendrait finalement par toute une série de mesures, remettre en cause la liberté de la presse, la liberté d'expression, en lien très étroit avec ce qu'on peut entendre notamment côté américain avec tous les libertariens alliés aux populistes illibéraux. Et on voit que Pavel Durov, notamment sur X par exemple, a et d'ailleurs a fortiori vis-à-vis de la France depuis son arrestation, a un discours extrêmement dur vis-à-vis de ce type de position, ce qui d'une certaine manière permet aussi de légitimer un certain nombre de positions de politique étrangère qu'a adopté la Russie pour dénoncer l'Occident de toutes les manières possibles. Et d'ailleurs, je voulais juste préciser une petite chose s'agissant de tous ces blocages, c'est que précisément, rappelons-nous tout de même que ce n'est pas parce que ces messageries sont bloquées ou ces réseaux sociaux sont bloqués en Russie que les usagers russes, y compris d'ailleurs au sein du régime, ont cessé de les utiliser. On voit bien à quel point, que ce soit des personnalités gouvernementales proches du Kremlin, je pense notamment à Kirill Dmitriev, par exemple, qui est très actif dans les négociations aujourd'hui, utilise toutes ces plateformes pourtant bloquées en Russie pour pouvoir diffuser les récits russes, pour pouvoir propager un certain nombre d'éléments de langage qui vont être utilisés sur ces réseaux. On va dire que c'est à géométrie variable et très sélectif, hein. C'est supprimé pour l'ensemble de la population, ou du moins il faut utiliser des moyens détournés pour y accéder. Mais ceux qui détiennent le pouvoir peuvent continuer à l'utiliser si leurs intérêts l'exigent. On voit bien, hein, quand vous parlez de Pavel Durov, je rappelle, c'est dans une judiciaire, c'était il y a plusieurs mois par justement la France, hein, le parquet de Paris, qui l'a arrêté sur des histoires de pédopornographie, d'images violentes qui peuvent circuler sur Telegram. Il y est resté longtemps en France avant de pouvoir justement sortir de notre pays. Donc on comprend toute cette dégradation à la fois de l'état de la presse en Russie, des moyens de communication, et c'est tout cela, Paul Gogo, qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous dites au bout de 10 ans, je ne peux plus faire mon travail, je rentre en France, j'arrête. C'est une somme de plein de choses, mais en fait, ça y contribue. Là, mon dernier voyage en Russie,
Je ne l'explique pas pourquoi techniquement, mais sur mon ordinateur, je n'avais accès au site internet russe, en fait. Donc ça a tout compliqué parce que quand vous travaillez, vous avez besoin de lire toute la presse, puis juste pour rester en contact avec le monde libre, si j'ose le dire comme ça, vous avez besoin d'internet. Parce que les VPN, on en parle, ce moyen qui permet de contourner la censure. En fait, moi, je découvre en Russie qu'on peut bloquer aussi des VPN et que la grande majorité des VPN qu'on connaît tous aujourd'hui sont bloqués en Russie de façon effective et qu'on passe notre vie à changer d'abonnement de VPN, à tester de nouveaux VPN et que parfois on a quand même une journée ou deux où même ceux qui fonctionnent ne fonctionnent plus. Donc effectivement, c'est très instable et on est vraiment coupé du monde et je commence à le ressentir quoi, sur place. C'est très troublant. Vous passez vraiment la frontière et vous revenez dans un autre monde. Et donc bon, moi je suis journaliste étranger correspondant à Moscou, mais le russe qui vit hors des grandes villes, qui vit loin de Moscou, il se prend pas la tête à acheter VPN sur VPN. Il y a un moment, il se plie un peu aux injonctions du pouvoir et donc il se sert des derniers réseaux sociaux, des réseaux sociaux russes qu'on lui impose. Alors évidemment, vous ne rentrez pas uniquement parce que vous pouvez plus vous connecter comme bon vous semble sur les réseaux, vous rentrez aussi parce que cette surveillance s'est accrue, les contrôles, peut-être même les intimidations et des régions sur lesquelles vous ne pouvez plus aller, c'est toutes ces limites qui vous empêchent de travailler. C'est vraiment un ensemble en fait. Effectivement, Internet, ça vient pas en première position, mais il y a déjà des questions de logistique. Je rappelle toujours que la Russie a été sortie du système bancaire international. Donc tout simplement, quand vous voulez venir travailler en Russie, il faut venir avec du cash, il faut venir avec de l'argent en liquide parce que votre carte bleue, elle fonctionne plus là-bas. Donc il faut pouvoir se permettre de sortir des milliers et des milliers d'euros chaque fois que vous prévoyez d'aller faire des reportages en Russie. Il y a ensuite un système bureaucratique qui a été créé pour nous contraindre finalement à être quasiment en permanence dans un process de renouvellement de nos visas et de nos accréditations. Donc en fait, moi, quand je vais en Russie, je passe vraiment, je pense, 90% de mon temps à gérer ces questions-là. C'est plein de documents qu'il faut faire, il faut aller s'enregistrer à la police. Et on voit, Paul Gogo, ici la stratégie. La stratégie, c'est que si vous passez plus de temps à essayer de justifier votre présence dans le territoire qu'à enquêter, qu'à faire votre métier, on voit bien que votre énergie, elle passe de manière administrative. C'est donc un gouffre pour vous empêcher de travailler. Exactement. Et après, le peu d'énergie qui vous reste, vous vous dites, bon, je vais aller en reportage. Alors théoriquement, avec mon accréditation du ministère des Affaires étrangères russe, j'ai à peu près le droit d'aller partout en Russie, sauf les frontières et quelques zones interdites parce que militaires, ok. Mais c'est théorique, c'est-à-dire que rien ne les empêche ensuite de gâcher mon reportage. Et ça m'est d'ailleurs arrivé donc, il y a une dizaine de jours. Je suis allé dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, et tout simplement, il y a un moment, on m'a envoyé quelqu'un pour me filmer, un homme dans la rue qui s'est mis à me filmer, il répondait pas à mes questions, et puis il a disparu. Mais moi, le message était passé, parce qu'on connaît cette stratégie en Russie, c'est le FSB qui vous dit, on sait que vous êtes là, on sait que vous faites quelque chose, on comprend pas très bien quoi, mais sachez qu'on vous surveille. Moi, la règle, dans ces cas-là, je rentre chez moi, j'arrête mon reportage en fait, parce que on est aussi, et ça c'est presque la dernière chose qui me pousse aussi à arrêter de travailler en Russie, c'est que vous passez à la frontière, vous dites que vous pouvez finir en prison. On a Evan Gershkovich, qui était un ami à moi à Moscou, correspondant américain, qui a passé plus d'1 an en prison avant d'être échangé contre des criminels russes. Moi, l'idée de potentiellement finir 1 an ou 2 en prison parce que j'ai tenté de faire mon métier en Russie, ça fait un moment que je l'ai en tête et là je crois que je suis arrivé à un point où je veux plus vivre en fait avec cette possibilité en tête. Et pour finir sur ce cas personnel, mais qui est aussi un cas collectif de la corporation, est-ce qu'il reste beaucoup aujourd'hui de journalistes occidentaux comme vous, alors qu'ils soient correspondants attitrés ou qu'ils soient tout simplement freelance indépendants aujourd'hui en Russie? Alors, freelance français, j'étais le dernier, a priori. Alors freelance, on explique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rattaché à un média en particulier, vous travaillez pour plusieurs médias, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, Ouest France, Mediapart ou La Libre en Belgique. Exactement, donc j'étais le dernier freelance français. Et en préparant l'émission, justement, j'ai été amené à repenser à tous les confrères, des consoeurs qui restent en Russie. Et il y en a beaucoup moins qu'avant. Je pense qu'on a perdu au moins la moitié des effectifs, notamment le correspondant du Monde qui a été expulsé il y a quelques mois. Et donc là, il reste 5 médias. Il y a le bureau de l'AFP, de l'agence France Presse, qui existe encore à Moscou, mais qui est totalement dépeuplé, en tout cas de Français. Il y a quasiment plus que des Russes qui font tourner le bureau aujourd'hui. Et donc non, on n'a jamais vécu ça. Les Anglo-américains, anglais, eux, ont quitté en masse le pays dès 2022. Alors certains sont un peu revenus,
Certains reviennent de temps en temps, mais c'est très compliqué parce qu'il faut le préciser aussi. Moi, j'ai pu rester toutes ces années en Russie parce que j'étais présent en Russie avant, mais la loi russe aujourd'hui, en fait, théoriquement, ne rend plus possible l'envoi d'envoyés spéciaux en Russie. De nouveaux personnes. Voilà. Donc, on comprend bien, et c'est pas du tout pour vous culpabiliser, Paul Gogo, mais le fait que vous partiez est une double peine. C'est-à-dire que non seulement vous partez et personne ne pourra vous remplacer, si je comprends bien. En fait, c'est ça. Et je l'ai un peu pris même comme une pression. Alors, non pas que la liberté de la presse repose sur moi, ou que l'information sur la Russie repose entièrement sur moi, mais c'est aussi, moi, une de mes motivations, en fait, pour travailler en Russie, raconter la Russie, essayer d'expliquer le pays. C'était pour ça que j'ai tenu toutes ces années en Russie. Sauf que là, il y a un moment où la vie personnelle et puis les risques aussi, dans la balance, pèsent un peu plus lourd que le besoin de savoir ce qui se passe en Russie. Et on le rappelle, dans les zones qui sont interdites, évidemment, le front ukrainien, impossible d'y accéder. Oui, et la plupart des territoires occupés, en gros, on a droit... alors, parce qu'il faut quand même rappeler que les Russes partent du principe que les zones ukrainiennes occupées sont russes. Et donc, avec mon accréditation, j'ai théoriquement, encore une fois théoriquement, le droit de me rendre dans ces régions-là. Dans les faits, on a le droit d'aller dans les régions de Donetsk et Lugansk, sauf les zones de front, et pas les régions du sud occupées. Et ça, je l'ai compris lors d'un voyage de presse avec l'armée russe, tout simplement parce que les gens détestaient l'armée russe quand on y allait, et qu'eux-mêmes ont peur de nous laisser travailler dans ces régions-là. Donc, ils sont dans un contrôle total des choses. Maxime Oudinet, une réaction ? Oui, je voulais simplement rajouter dans la lignée de ce que vient de dire Paul, que, parce que là, effectivement, on parle de la question de l'information et des journalistes, mais évidemment, cette question de restriction se pose aussi pour la recherche académique, et notamment au sein de ce qu'on appelle les études russes, c'est-à-dire que le risque, évidemment, à terme, c'est aussi que la production scientifique sur la Russie se tarisse, ou en tout cas, sa qualité risque de se dégrader. C'est une question qu'on se pose énormément, y compris d'ailleurs avec Françoise Dossé, et on essaie évidemment de trouver aussi des moyens de renouveler nos méthodologies pour pouvoir continuer malgré cette restriction d'accès au terrain russe, qui est aussi extrêmement dangereuse pour les chercheurs. On a en tête le cas de Laurent Vinatier, qui a été récemment libéré, mais qui était enfermé en Russie, notamment par exemple par des méthodes d'enquête numérique, d'OSINT, puisque finalement, même s'il se souverainise, l'Internet russe reste encore à certains égards ouvert, et on peut continuer à collecter des données numériques en Russie, les analyser pour produire de la connaissance. Donc il y a aussi ce prolongement dans le domaine aussi académique qui doit nous inviter à repenser tout simplement le champ des études russes en tant que tel. Alors vous avez cité l'OSINT, la recherche en source ouverte, et j'invite bien sûr nos auditeurs et auditrices qui seraient intéressés par cette pratique à écouter une émission de La Fabrique entièrement consacrée à ce genre journalistique. France Culture, La Fabrique de l'information, François Saltiel. Mais aujourd'hui, on parle de la Russie, comment on arrive à informer dans ce pays, avec le témoignage de Paul Gogo, journaliste depuis 9 ans, correspondant à Moscou, qui en revient. Il publiera dans quelques semaines Moscou Parano, l'occasion de mieux comprendre son parcours et ce qui l'a amené à revenir dans son pays en France, tout en étant toujours intéressé bien sûr par ce territoire qu'il a couvert pendant si longtemps. Maxime Oudinet qui vient de s'exprimer, qui est professeur junior et titulaire de la chaire Stratégie d'influence à l'INALCO, et bien sûr Françoise Dossé, directeur d'études à l'HEHS. On a bien compris donc maintenant dans cette première partie d'émission la manière dont la Russie se fermait les outils, les dégradait à la fois dans l'espace numérique que dans les médias traditionnels, et dans un mouvement presque parallèle et en miroir, cette Russie est par contre très active à l'extérieur pour propager un narratif, alors parfois malgré elle, parfois son corps défendant, parfois totalement volontairement dans une stratégie de propagation. Je vous propose d'écouter un extrait d'un film issu d'un écrit célèbre, Le Mage du Kremlin. Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir. Vadim Baranov était un metteur en scène visionnaire. On l'appelait le nouveau Rasputin. Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur. Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique. Il est jeune, sportif, c'est un espion. Du KGB. Vladimir Poutine. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir.
C'est sorti il y a quelques semaines en France et pas que, dans le monde. Donc le match du Kremlin, donc qui raconte le personnage de Vadim Baranov, qui est librement et totalement inspiré de la vie de Surkov, qui est un ancien publicitaire qui a occupé différents postes de relations publiques, notamment au sein de la télévision en Russie, mais qui a été aussi vu comme un stratège de cette politique. En quoi vous pensez, Françoise Dosset, vous qui avez évidemment suivi cette œuvre, que ce film finalement cultive et entretient un cliché peut-être d'une Russie forte, autour d'un seul homme, et très puissante finalement? Oui, alors il faut rappeler que ce film d'abord est une fiction, Oui, c'est le bien point sûr. de départ, hein. Même si parfois il a tendance à mélanger un peu le registre du documentaire et du romanesque, et que effectivement la réception en France a été assez mitigée, comme pour le livre d'ailleurs, parce que ça véhicule un certain nombre de clichés sur l'exercice du pouvoir en Russie, d'un pouvoir qui serait naturellement ou par essence, au fond, autoritaire et impérial. Et du coup, ça reprend les clichés sur, on l'a entendu, Raspoutine, le tsar, etc. Et sur une Russie qui ne pourrait être gouvernée que par des hommes forts qui maîtrisent le récit historique sur le passé du pays et sur son avenir, et qui mettent en scène la grandeur de la Russie. Donc c'est vraiment tous ces clichés qu'on voit ressurgir. Donc l'idée d'un pouvoir naturellement fort, c'est-à-dire que seul un tsar peut gouverner la Russie, il ne peut pas y avoir de démocratie en Russie, et c'est au fond ça qui est dit dans ce film et qui pose problème. Et puis la deuxième dimension qui apparaît peut-être moins dans le film, mais qui est cette dimension coloniale et impériale de la Russie, qui va coloniser ou reprendre le contrôle de territoires qui étaient sous sa domination. Et c'est pour ça que la réception aussi de ce film en Ukraine, par exemple, où le regard porté même par les Baltes, hein, puisque le film a été tourné à Riga en Lettonie, et ça a été assez mal Il y a eu des reçu. polémiques d'ailleurs, hein. Il y a eu des polémiques, ça a été, voilà, le film a été très critiqué parce qu'au fond, il met en scène la légitimité d'un pouvoir autoritaire, d'une Russie qui serait gouvernée par 3 ou 4 personnes qui manipulent voilà, l'ensemble du pays. Et dans le film, ce qui est vraiment frappant, c'est que la société est complètement absente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société russe. La société, au fond, on a l'image d'une société qui serait asservie au bon vouloir du tsar. Or, précisément, ce qu'on a essayé de documenter, ce sur quoi on a travaillé depuis 30 ans, en fait, avec tous les collègues, sociologues, politistes, etc., on a montré la complexité, en fait, de cette société, la diversité des situations régionales. Et tout ça est complètement effacé dans le film, qui se réduit, au fond, à une forme quand même un petit peu de mise en scène héroïque, hein, de Vladimir Poutine et de ce conseiller de l'ombre. Mais Donc vous pensez que pour le Kremlin, ce film finalement est un magnifique outil? Au fond, c'est un outil. Et ce que je voudrais dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas du tout de mage au Kremlin, quoi. C'est un mythe qu'il faut absolument déconstruire, hein, parce qu'en fait, si le pays tient et si le pouvoir tient, c'est parce que l'administration centrale s'appuie sur toute une administration régionale et locale qui organise la vie dans l'ensemble du pays. Donc, c'est pas 3 hommes à Moscou qui font le fonctionnement de la Russie, c'est toute une administration, des services déconcentrés, des entreprises parapubliques, des médias, des journalistes. Enfin bref, le pouvoir embarque à son service une grande diversité d'acteurs qui sont complètement absents de ce film, et je trouve que c'est important de le rappeler malgré tout. On va donner la parole dans un instant à Maxime Baudinet, mais finalement, en vous écoutant, je me dis que c'est à peu près le miroir de l'espace médiatique que l'on vit, la manière dont c'est traité. Quand vous dites on ne voit pas la population, finalement, nous aussi, on la voit très peu, la population russe, dans nos médias. On parle beaucoup de fantasmes, de pouvoir, de Vladimir Poutine. On est très souvent dans un roman, mais la population, on ne l'entend pas. Oui, et dans un autre extrême, on m'avait présenté les choses quand je suis arrivé en Russie comme un pays avec des millions de Vladimir Poutine dans le pays. Et donc ça faisait partie des choses que je voulais étudier, justement, que je voulais observer. Et effectivement, c'est le métier, je pense que c'est même ce qui nous reste aujourd'hui comme correspondant en Russie, d'essayer de donner la parole aux Russes. Alors, on en est à un point où il faut les forcer un peu parce qu'ils ne veulent pas parler pour plein de raisons, ils ont peur, ils nous aiment pas, ou voilà. Mais c'est à mon avis l'enjeu, parce qu'effectivement c'est une société, même en dictature, donc une société, il y a plein de nuances. Vous avez des Russes aujourd'hui, et beaucoup de Russes même je pense aujourd'hui, qui soutiennent Vladimir Poutine, mais qui sont contre la guerre, ou qui veulent que ça s'arrête, en tout cas de façon de plus en plus forte. Donc on peut y voir des contradictions, mais eux parviennent à l'expliquer d'une façon ou d'une autre. Et vous avez donc toutes ces nuances, et on est loin de... Enfin, c'est aussi ce que j'ai appris en arrivant en Russie.
c'est que je peux pas juste aller rencontrer des opposants à Vladimir Poutine basés à Moscou, quoi. Ils existent. Ce sont un peu des gens, ce sont généralement des gens incroyables qu'on a pu rencontrer parce que ce sont des gens qui se battent contre tout un système depuis très longtemps, dans l'héritage des dissidents soviétiques. Mais à vous entendre, il y a aussi une forme d'héroïsation de l'autre côté. Alors, ce que vous lui dites, c'est qu'il faut aussi rencontrer la population pour la sonder, sans forcément qu'elle verse dans un héroïsme, pour que banalement, on essaye de comprendre quelle est l'opinion justement de la population russe à l'égard de Vladimir Poutine. C'est ça, parce qu'au-delà de ce dont on parle, du mage du Kremlin, en fait, il y a tout simplement... moi, j'étais confronté aussi à l'âme russe en arrivant en Russie. C'est quelque chose que j'ai eu envie de démonter. Alors, pas par russophobie. C'est quoi l'âme russe ? Mais parce que l'âme russe, c'est tout et n'importe quoi. Ce sont les belles églises, ce sont les belles maisons en bois, c'est la chaleur humaine des Russes, l'accueil des Russes. Mais vous vous penchez dans ce pays, vous prenez le train, oui, vous voyez l'âme russe, vous voyez les belles églises. Bon, après, vous y allez dans ces églises, souvent, il n'y a pas assez d'argent, elles sont déjà en ruine. Vous voyez les maisons en bois, vous voyez aussi les toilettes qui sont au fond du jardin, et c'est pas par plaisir d'aller aux toilettes par -20 au fond du jardin. Vous voyez les mamies quand votre train s'arrête auprès d'une gare, vous voyez les mamies qui sont dans la rue à vendre leur dernier bibelot parce que leurs retraites, elles sont super basses. Donc la pauvreté, la dégradation et un pays qui est très loin de ce que c'est un le pays narratif... Pauvre. Un pays riche avec une population pauvre, quoi. Et c'est un peu ce qu'on essaye d'illustrer quand on est journaliste en Russie, et c'est ce qui est en fait très dur parce que c'est dur de voyager dans le pays. Et puis parce que le Kremlin montre autre chose, et puis parce que Moscou, là où la plupart des étrangers s'arrêtent dans le centre de Moscou, et bien ça c'est la vitrine du pays. Et en ça d'ailleurs la Coupe du Monde a été assez horrible à vivre pour nous parce qu'on passait nos journées à rencontrer des étrangers, dont des Français, qui nous disaient mais vous racontez n'importe quoi sur la Russie, regardez la ville elle est incroyable, la Russie c'est ultra moderne. Mais aujourd'hui il suffit d'aller en banlieue de Moscou et vous voyez déjà vos premiers handicapés, de soldats qui reviennent du front, vous voyez vos mamies qui vendent leur dernier bibelot, enfin c'est déjà autre chose à partir de la banlieue de Moscou, la Russie. Maxime Audinet. Oui, je voudrais réagir à ce qui a été dit. Je rejoins d'ailleurs totalement ce qui a été énoncé sur le match du Kremlin. D'ailleurs, je voulais juste vous dire aussi que si vos auditeurs sont intéressés, puisque vous parliez du fait de s'intéresser à la société russe, il y a un très bon documentaire qui est paru de manière simultanée d'ailleurs avec le match du Kremlin, qui s'appelle Mr. Nobody Against Putin, d'un pédagogue qui était dans une petite ville de l'Oural, Karabach, donc qui s'appelle Pasha Talankin. D'ailleurs, dans mes souvenirs, le documentaire est en lice pour les Oscars du meilleur documentaire, et qui raconte précisément comment la propagande russe, finalement post-2022, a pénétré en fait l'école russe. Et c'est vraiment un documentaire fascinant parce qu'on voit très bien comment peu à peu cette propagande, ces directives du ministère de l'Éducation finalement arrivent dans un contexte d'une école d'une petite ville de 10 000 habitants. Et ce témoignage est précieux parce que justement Pasha Talankin, qui d'ailleurs était en France il y a pas longtemps, a filmé, puisque lui il avait le droit en fait de filmer les événements qui se passaient dans l'école. Il a pu filmer ce changement et c'est vraiment fascinant pour voir ce fonctionnement de la propagande en interne. Ce que je voulais juste dire sur le match du Kremlin... Que vous avez adoré également, Maxime Audinet. Enfoncer le clou dans le cercueil, c'est qu'au-delà de ce qui a été dit par Françoise Dossé, avec toute cette exotisation et cette orientalisation de la Russie dont on a aussi parlé, qui d'ailleurs est un phénomène ancien. Je pense notamment à tout ce qu'on appelait la russomania à la fin du 19e siècle en France. On a une culture d'exotisation de la Russie qu'on retrouve, je crois, aujourd'hui à travers ce film. C'est que au-delà de tout ça, je crois qu'il y a même quelque chose. Personnellement, voilà, je vais le dire tout de suite, j'ai pas du tout aimé ce film, mais je trouve que même par rapport au livre lui-même, qui pouvait aussi être critiqué sur certains aspects, mais il y avait quelque chose d'intéressant dans le livre de Daon Poli, c'était cette question justement du politique et de la fabrique du politique à travers ce qu'on appelle en Russie notamment les technologies politiques, c'est-à-dire finalement toutes ces techniques qui visent à fabriquer un simulacre de politique, une artificialité, des faux partis, de la manipulation électorale, etc. Et je trouve que cet aspect-là, qui pourtant est au cœur du livre de Daon Poli, est complètement survolé dans le film d'Olivier Assayas, alors même que c'était sans doute un élément intéressant, quand bien même le match du Kremlin, le roman, était lui aussi une fiction, et que cet aspect-là, en fait, a été là encore évacué. Donc c'est vrai que
à mon avis, un film assez... On n'est pas au masque et la plume, mais c'est ce que j'allais dire. Là, c'est les masques et les pics, sur le match du Kremlin qui a été donc rhabillé avec vous d'un point de vue géopolitique, mais ça serait un peu facile de lui faire tout porter ce film, puisqu'on voit que cette image, ces stéréotypes russes s'expriment de mille et une manières dans ces films, mais aussi dans notre paysage médiatique français, parfois avec des incarnations comme Ksenia Fedorova, que vous connaissez bien, Maxime Audinet, puisqu'elle a été la directrice de la chaîne RT, mais elle existe toujours, elle prend encore la parole, notamment sur CNews, sur Europe 1 ou ici même. Je pense que c'est quelque chose qu'on observe, on voit aujourd'hui en France. Donc les opinions différentes qui ne vont pas dans le même narratif, ils sont diabolisés. Je pense que l'objectif est toujours, il reste toujours CNews parce qu'aujourd'hui c'est la seule chaîne qui donne une opinion alternative sur beaucoup de sujets sensibles. Vous savez, c'est très intéressant parce que ça montre à quel point on est prêt de vraiment cibler les personnalités qui disent les choses qu'on n'aime pas. Mais la liberté d'expression, c'est pas avoir les choses et écouter les choses seulement qu'on aime, c'est aussi d'avoir la capacité d'attendre un point de vue qui est différent. C'est un peu l'Union soviétique, mais avec une prétention qui c'est toujours en démocratie. Et ça, c'est en fait le poids des mesures. Voilà, Ksenia Fedorova, donc ici au micro du média Frontières, donc un média qu'on peut bien sûr cataloguer d'extrême droite, qui va d'ailleurs très prochainement occuper une nouvelle plage horaire sur la chaîne CNews du groupe Bolloré en remplacement de Jean-Marc Morandini suite à ses ennuis judiciaires. On voit donc ici qu'il y a peut-être une convergence, Françoise Dosset, entre ce discours, ce narratif russe. On le voit d'ailleurs toujours sur la promesse de la liberté d'expression avec un certain pan de notre paysage français. J'ai cité la sphère Bolloré. Oui, alors ce qu'on voit, c'est surtout un très grand cynisme, parce que Ksenia Fedorova défende la liberté d'expression. Quand on voit ce qui se passe en Russie, je voulais juste rappeler, en lien avec la conversation précédente, que les documentaristes qui ont fait le film sur l'école russe à Karabach et un autre documentaire qui s'appelait Politzek sur les prisonniers politiques ont dû quitter la Russie parce qu'ils étaient menacés dans ce pays. Donc que Ksenia Fedorova vienne nous donner des leçons de liberté de la presse, c'est quand même tout à fait singulier. Et l'autre chose, par contre, qu'on voit très nettement, c'est cette convergence entre les milieux d'extrême droite, disons, et ces acteurs russes qui jouent de leur influence pour essayer de renforcer précisément ces mouvements anti-système, populistes, illibéraux, et qui viennent en fait appuyer au fond là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'ils ajustent leur discours en fonction des tensions qui traversent les sociétés européennes et aussi la société française. Donc, ils viennent vraiment, ils étudient assez précisément les moments de difficulté. Ils ont été très présents, par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes. Les RT couvraient les Gilets jaunes avec une grande assiduité. En arrivant d'ailleurs à susciter parfois une certaine forme d'empathie avec les manifestants. Et c'est ça, parce qu'en fait, les manifestants, ils trouvaient une forme de relais à leurs paroles et ils trouvaient un allié, en fait. Mais en fait, c'est un allié très intéressé et qui sert avant tout des intérêts qui manifestement sont des intérêts plutôt portés par Moscou. Donc c'est vraiment, et ce cynisme-là, il est assez difficile à déconstruire parce qu'effectivement, qui s'opposerait à la notion de liberté de la presse, qui n'a pas envie de parler de tous les problèmes, etc. Sauf que là, il y a quand même une intentionnalité derrière, qui est une intentionnalité politique, dans un contexte aussi où on le sait, il y a des échéances électorales qui arrivent en France, mais on l'a vu aussi à l'œuvre dans d'autres pays européens au moment des élections, où ces acteurs deviennent extrêmement actifs pour essayer de propager des narratifs qui vont dans le sens, des mouvements conservateurs et traditionnalistes. On sait bien que les élections sont toujours des points d'orgue et on pensait d'ailleurs un temps que les élections municipales allaient échapper à cela et on se rend compte que pas du tout. En fait, maintenant, cette offensive numérique du discours russe en fait impacte toutes les séances électorales, même les élections municipales. Peut-être votre regard, Paul Gauguin, par rapport à ces traitements dans les médias français, vous qui avez vécu donc en Russie, donc vous pouvez même le voir depuis la Russie. Oui, c'est assez douloureux pour moi effectivement de voir ces liens entre Russia Today et on va dire les médias du groupe Bolloré, parce que
J'ai toujours été sceptique quand on a parlé du blocage de Russia Today en Europe, parce que au moins on savait d'où ils parlaient, on savait qui ils étaient. Et derrière, ça a quand même, je pense, contribué à donner naissance à ce groupe de médias qui aujourd'hui captent à peu près les mêmes populations. Et si c'est douloureux pour moi, c'est parce que Russia Today, moi, je les voyais depuis le côté russe. Je les ai vus à l'œuvre dans le Donbass, où j'ai vu leurs correspondants se réjouir du début de l'offensive le 24 février 2022. Et il était à table dans le même hôtel que moi. Et il était surexcité ce jour-là. Je les ai vus aussi, parce qu'ils sont liés au ministère des Affaires étrangères russe. Je les ai vus recevoir des questions de la part de la porte-parole de Sergueï Lavrov lors d'une rencontre avec un ancien ministre, le ministre des Affaires étrangères russe. Et donc sa porte-parole donnait devant moi des questions à la représentante de Russia Today ce jour-là, lors d'une rencontre avec, c'était Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français à l'époque, qui a eu à venir à plusieurs reprises à Moscou. Donc je les ai vus à l'œuvre, et ce sont des choses, c'est ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois, ce sont des choses qu'on ne voit pas en France. On peut accuser les médias de plein de choses, mais là, c'est même pas un lien avec le pouvoir, c'est qu'ils contribuent. C'est un média d'État, c'est le bras armé de la communication du pouvoir. Exactement. C'est un prolongement. Ils font la guerre de l'information, et il y a le ministère de la Défense qui fait la guerre sur le terrain. Enfin, il y a plein de choses, et eux contribuent à la guerre de l'information. Et d'ailleurs, la rédactrice en chef de Russia Today l'assume totalement. Il suffit de l'écouter. Un média d'influence d'État enquête sur la chaîne russe RT. C'est votre livre, Maxime Audinet. On comprend bien, évidemment, que si RT a cessé d'émettre, ils continuent leur action, voire même de manière décomplexée. On sait d'ailleurs qu'une grande partie des ressources se sont déportées sur d'autres continents, notamment sur le continent africain. Donc aujourd'hui, RT est, vous diriez, toujours aussi puissante, peut-être même plus puissante qu'avant ? Alors, je vais vous répondre. Je voulais juste préciser sur ce qui a été dit juste avant qu'il m'est arrivé aussi une petite anecdote pour continuer ce que disait Paul. C'est que lorsque j'ai appris la sortie du livre Banni, liberté d'expression sous condition, donc chez Fayard, qui appartient au groupe Bolloré, qui est donc le livre de Xenia Fiodorova, la patronne de RT France, il se trouve que je sortais du tribunal où RT France m'avait attaqué en diffamation justement pour mon livre. Depuis, j'ai gagné le procès, j'ai été relaxé. Mais c'est juste pour vous dire aussi l'immense paradoxe que j'ai ressenti à ce moment-là quand je voyais un livre qui dénonçait la liberté d'expression en France, tout en étant attaqué dans le même temps par ce même média. Alors, pour vous répondre sur votre question, effectivement, on a vu que RT est un média qui s'est très largement adapté finalement aux restrictions qui ont été adoptées par l'Union européenne, notamment après la loi de censure, justement. Après la loi de censure, c'était en Russie. Et ce qui s'est passé au sein de l'Union européenne, c'était le blocage pour les liens entre RT et l'État agresseur russe. Et donc, tous les canaux, effectivement, de RT, Paul l'a dit, ont été bloqués au sein de l'Union européenne. Et on a vu deux mouvements, effectivement, parallèles se dessiner. Le premier, c'est un mouvement que je qualifierais de clandestinisation des pratiques de RT et Sputnik, c'est-à-dire qu'ils ont finalement fragmenté leur infrastructure numérique initiale en créant notamment des dizaines de sites miroirs de manière à ce que leur contenu soit accessible au sein de l'Union européenne sans recourir justement à des VPN. Donc aujourd'hui, il y a toute une série de sites miroirs que je ne vais pas mentionner à l'antenne, mais qui font que vous pouvez depuis Paris, Berlin, Rome consulter RT, alors même que ces médias sont interdits au sein de l'Union européenne. Et dans le même temps, on a aussi un accompagnement de tout ce qu'on appelle le tournant vers le sud de la politique étrangère russe, qui consiste pour la Russie à bien davantage à accroître ses liens avec ce qu'on appelle parfois improprement les pays du sud global, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et on voit notamment que RT a considérablement renforcé sa couverture des actualités africaines, notamment. Tout récemment, ils ont ouvert un site au Brésil. Ils ont ouvert une chaîne à New Delhi, donc RT India, à l'occasion d'ailleurs de la visite de Vladimir Poutine en Inde. Il y a quelques jours, un bureau a été ouvert à Dakar de RT. Donc on voit très bien qu'on a une réorientation de cet appareil délocalisé de Russia Today vers les pays du Sud, puisque leurs entités n'existent plus au sein de l'Union européenne. En un mot, juste Maxime Audinet, vraiment, en un mot, vous diriez que a posteriori, c'était une erreur finalement d'interdire RT ?
Alors, c'est compliqué. Moi, je peux pas vous répondre précisément sur cet aspect parce que, comme Paul, j'ai été aussi assez mal à l'aise de interdire un média, aussi propagandiste soit-il, et quelque chose qui pose des questions éthiques dans une démocratie libérale. La propagande en tant que telle n'est pas interdite. Et en même temps, forcé de constater que ce média a participé à légitimer cette invasion à grande échelle. Mais en revanche, que pour le coup, on a anticipé à l'époque, c'est effectivement la capacité de cet acteur à contourner les sanctions. Et on voit bien aujourd'hui que malgré tout ça, alors leurs audiences ont baissé, mais ils ont vraiment réussi à se réorienter. À la préparation de cette émission, je remercie Joséphine Reynartz, à la réalisation Sorge Leroy. Rendez-vous dans la Fabrique la semaine prochaine avec un grand entretien de Fabrice Arfi.